Qui es-tu? Désolé pour le bruit aussi de mon côté. Voilà, j'ai pas un parcours militant très actif, si ce n'est en fait que Gavroche. Voilà, Qui est un engagement associatif et pas militant, attention. Hein. Oui, pardon, Attention. associatif. Attention. Arrête. Fais attention. Arrête. Non, et du coup, je sais pas quoi rajouter de plus, si ce n'est que pour le sujet d'aujourd'hui, alors je rappelle à tout le monde, je ne suis pas un chercheur lié aux questions de la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt un citoyen qui s'est intéressé, on va dire, très tôt à la question de par une histoire familiale, euh, et qui s'est toujours intéressé à la Nouvelle-Calédonie de près ou de loin. Je n'y suis pas allé, malheureusement, jamais allé, mais j'ai toujours suivi de près les 3 référendums qui y a eu lieu. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre Ok. Bah, par très rapport à bien. là-dessus. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 3 référendums en Nouvelle-Calédonie? Je pose un peu des questions générales parce que beaucoup de Français ne connaissent pas bien le sujet. Et j'en faisais partie avant de m'informer dessus. Eh bien, déjà, il faut, étant donné que je suis un étudiant d'histoire, je vais essayer de faire revenir les origines très lointaines. Non, Vas-y. Oh, je tu vais, peux. je vais commencer très, très succinctement. La Nouvelle-Calédonie est une île française depuis 1853. Et c'est une colonie qui, à l'origine, est une colonie de peuplement, où les Européens, les Français en l'occurrence, se sont installés surtout dans la partie sud de l'île. Et toute la côte sud de l'île a été colonisée et priorisée, avec notamment comme capitale à l'origine Port-de-France, qui deviendra plus tard Nouméa. Euh, et en fait, la Nouvelle-Calédonie a une histoire un peu particulière. Vous parliez tout à l'heure lors de la revue de presse des Israéliens et des Palestiniens, et bien là il y a aussi une grande division entre Kanaks et ce qu'on a appelé les Caldoches, les Kanaks étant l'ethnie mélanésienne de l'île, et les Caldoches étant les Européens plus largement, pas seulement les Français, parce qu'il n'y a pas eu que des Français lors de cette colonisation, les Européens qui du coup se sont installés sur l'île. Et ensuite, euh, comment dire, cette colonie de peuplement a du coup considéré plus tard les Kanaks comme des indigènes. Hein. On a mis en place le système de l'indigénat à la fin du 19e siècle. Et c'est seulement qu'en 1946 que la Nouvelle-Calédonie, qu'en Nouvelle-Calédonie en tout cas il n'y a plus le système de l'indigénat. D'ailleurs il n'y a plus le système de l'indigénat dans la plupart des colonies françaises et même des départements d'Algérie. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie va progressivement avoir une sorte de conflit parallèle aux guerres de décolonisation qui se passent dans les années 50 et 60, qui va aller jusque dans les années 80, où il va y avoir des tensions entre deux mouvements principaux, ce qu'on a appelé les anti-indépendantistes autour de la dynastie des Lafleur, hein, Henri et Jacques Lafleur, qui sont des politiciens locaux très connus dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et d'un autre côté va être formé le FLNKS, qui est le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, et dans lequel vont se réunir les Kanaks qui veulent l'indépendance de l'île et qui veulent créer une nation kanak qui s'appellerait donc la Kanaki. Il y a eu énormément de troubles en Nouvelle-Calédonie, et notamment des affrontements assez violents entre la gendarmerie et l'armée contre les anti-indépendantistes kanaks. On a même parlé d'événements, et cette notion d'événement est un peu particulière parce qu'elle fait directement écho à ce qu'on a aussi qualifié comme événement pour la guerre d'Algérie. Il y avait aussi cette peur de l'exécutif français très longtemps que la Nouvelle-Calédonie soit une nouvelle Algérie française, enfin soit une nouvelle guerre d'Algérie mais dans le Pacifique. Mais à ce moment-là, en 1988, après des premiers pourparlers entre le FLNKS et le RPCR, donc c'est le Rassemblement pour le maintien de la Calédonie dans la République, qui se fait suite à une prise d'otage de gendarmes français sur l'île d'Ouvéa, que les deux camps ont commencé un peu à dire bon, on met tout sur la table, on va à Matignon et on va comment dire, parler sur un statut transitoire de l'île, lui donner peut-être de nouvelles institutions.
Et c'est comme ça qu'en 1988, les accords de Matignon mettent en place un certain nombre d'institutions en Nouvelle-Calédonie, et notamment le Sénat coutumier, qui donne une large part aux tribus dans la vie locale. La coutume en droit, c'est partie du droit. En France, on n'a plus vraiment de droit coutumier, mais en Nouvelle-Calédonie, ça existe depuis l'instauration de ces institutions. Et 10 ans plus tard, en 1998, les accords de Nouméa, qui cette fois décident avec le camp anti-indépendantiste et indépendantiste qu'il y aura 3 référendums pour décider du futur de l'île, avec justement les institutions aujourd'hui qui sont les institutions décidées en 1988. Ok. Et donc J'ai une petite question avant qu'on parle un petit peu plus précisément de comment se sont passés ces référendums, etc. Toujours sur les spécificités de l'île. Quand tu parles de droit coutumier, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs un petit peu ce que c'est que le droit coutumier et surtout comment ça se traduit sur cette île? Ça pour le coup, je ne sais pas moi comment ça se traduit sur cette île et moi ça m'intéresse. le droit coutumier, c'est un droit tribal qui s'applique en Nouvelle-Calédonie et qui s'applique notamment pour les communautés kanak. C'est-à-dire que, enfin, pas seulement sur les communautés kanak, mais qui permet en fait de maintenir un certain nombre de traditions et aussi un certain nombre de droits des tribus sur leur terre et sur leur mode de vie. La coutume étant quand même soumise au droit français, en fait la coutume c'est vraiment quelque chose qui, on connaît tous l'adage, une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui sont répétées, et la coutume ce n'est pas de la loi, c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit véritablement dans un texte de loi, dans un code, mais le Sénat coutumier, lui, est surtout composé de personnalités de ces tribus, et il faut savoir que très longtemps, en fait, ce Sénat coutumier, c'est aussi lié, c'est un peu une résurgence des tribus qu'on a voulu un peu maintenir dans les institutions, puisque très longtemps, en fait, les tribus kanak de Nouvelle-Calédonie étaient dans des réserves spéciales. Ça fait un peu écho à ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la colonisation vers l'ouest. J'ai fait la même erreur tout à l'heure à confondre Est et Ouest. Oui, voilà, j'ai la même erreur, je fais la même erreur. Et du coup, voilà, en fait, ça n'a pas vraiment autant d'impact que la loi, mais le Sénat coutumier, c'est un peu comme notre Sénat à nous, c'est-à-dire c'est un peu l'idée de contrebalancer certaines décisions qui pourraient contrevenir à certaines traditions. Bon, notre Sénat est un peu plus particulier puisque c'est surtout les territoires, mais et puis nous, c'est pas du droit coutumier, notre Sénat. Oui, c'est pas du droit coutumier. Il y a cette idée quand même dans le Sénat français qu'il y a un peu la tempérance des vieux face aux jeunes de l'Assemblée nationale. Et c'est un peu contre-pouvoir conservateur. C'est le contre-pouvoir conservateur pour éviter que les jeunes fassent trop n'importe quoi, en quelque sorte. Mais ce droit coutumier, par exemple, par ce droit coutumier, ils peuvent faire des choses sur quel genre de sujet, par exemple? Ça va être des sujets essentiellement culturels, ouais, ou pour les tribus elles-mêmes. J'imagine qu'ils ne peuvent pas lever des impôts à partir de ça. Non, les impôts, la France a quand même gardé dans les accords de Nouméa, puis les accords de Matignon, un certain nombre de prérogatives. Et l'impôt fait encore partie des prérogatives de l'État. Ou de la collectivité territoriale sui generis. Par exemple, j'imagine qu'ils peuvent légiférer sur, je sais pas, mettre un jour férié pour une fête, ou gérer le droit du mariage, enfin, je sais pas si c'est possible. Alors attendez, je sais pas. Moment manuel de droit. Ah, vas-y. Voilà. Bon, voilà. On a sorti le manuel de droit. Là. Ah oui, je vois. Alors, Nouvelle-Calédonie. Alors, donc déjà, alors, les institutions de Nouvelle-Calédonie, donc un gouvernement et un congrès. Le congrès adopte ce qu'on appelle des lois du pays. Voilà, c'est le terme précis. Oui. Donc c'est pas des actes législatifs, alors c'est pas des lois, ce sont des actes législatifs. Et c'est pas pareil. Donc un acte en fait ça fait partie du domaine réglementaire. En fait dans la loi, tu vois, donc en gros t'as la constitution, t'as les traités, t'as la loi, vite fait, et ensuite t'as les règlements. Donc ce que peut faire la Nouvelle-Calédonie via son congrès, ce sont des actes. Donc en gros un règlement local. Voilà, donc c'est des actes en fait.
sur lesquels le Conseil d'État donne un avis. Le Conseil d'État, donc, ça veut dire la métropole, en fait, en gros. Et ces actes sont contrôlés par le Conseil constitutionnel. Donc, tu as quand même un verrouillage institutionnel sur ce qui peut être édicté en Nouvelle-Calédonie au regard de la Constitution. C'est sûr qu'il y a des garde-fous quand même. Voilà, bien sûr, tout à fait. Parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France, a un statut, c'est une collectivité à statut particulier. Que peut faire voilà. Alors, je voulais dire juste un truc sur les droits. Alors les compétences de la Nouvelle-Calédonie portent notamment sur le domaine fiscal, sur le droit du travail ou le statut civil coutumier. Voilà. Mais bien sûr, quand on dit fiscal, c'est plus largement, c'est plus précisément des taxes. C'est pas vraiment l'impôt tel qu'on l'entend. De manière assez générale, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur comment dire, sur le revenu, etc. Ça reste encore des prérogatives de la France là-dessus. Bien sûr. Mais oui, effectivement, pour un peu rebondir là-dessus, les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont assez particulières, effectivement, puisque ça fait un peu écho aux institutions de la Polynésie française, même si c'est très différent, dans le sens où, comme la Polynésie française, il va y avoir une très large autonomie en fait de la part de la Nouvelle-Calédonie pour régler ses propres affaires en fait. Mais bien sûr que l'État n'a pas abandonné un certain nombre de ses prérogatives régaliennes sur ce territoire, parce que c'est un territoire qui est assez stratégique, et parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ressortissants français en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est aussi l'enjeu aussi des référendums. Alors, justement, venons-en. Comment on en est arrivé à faire des référendums et pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement en lien avec justement la construction de cette identité kanak, justement de cette coutumier qui est essentiellement sur les aspects culturels et identitaires des Kanaks, mais aussi parce que tout simplement, comme je l'ai dit, il y a eu énormément de violence dans les années 60 à 80 entre le FLNKS et les autorités françaises. Plusieurs membres des forces françaises en présence en Nouvelle-Calédonie ont été tués. Pareil pour des opposants politiques, pour des opposants à la présence française en Nouvelle-Calédonie ont été eux aussi tués. Mais ces référendums, avec le consensus de Matignon puis de Nouméa, devaient, on va dire, statuer sur définitivement l'avenir de l'île. Parce que faut savoir que l'île est extrêmement fracturée, tant au niveau des inégalités sociales, où on a un nord et des îles Loyauté qui sont extrêmement pauvres, avec un sud de l'île, la province sud majoritairement européenne, qui est plus développée, où il y a eu énormément d'investissements, notamment dans le nickel, qui est une ressource stratégique de l'île, mais aussi dans les plantations, etc. Et c'est aussi dans la province sud que le tourisme s'est beaucoup développé également. Donc on a vraiment une très nette différence entre province sud et province nord sur ces questions, et du coup c'était tout simplement pour statuer sur savoir que va devenir cette île finalement, avec comment dire, en rapport avec la France, puisque déjà que la Nouvelle-Calédonie avait énormément d'autonomie, avait effectivement son propre gouvernement, comme l'a rappelé Théophile, a un congrès, un sénat coutumier, et qu'il a déjà la main mise dessus. Il y avait aussi, est-ce que finalement on ne pourrait pas faire, et je fais un peu l'analogie là-dessus, comme au début de la décolonisation des pays africains, c'est-à-dire faire une indépendance de cette Nouvelle-Calédonie qui deviendrait la Kanaki, et rester en coopération avec la France. C'est-à-dire garder les intérêts économiques des Français sur place et essayer d'éviter quand même les conflits comme on en a connu dans d'autres guerres liées à la décolonisation. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu penses que, ça c'est la question que je te pose, est-ce que les Kanaks à l'heure actuelle
est-ce que les Kanaks à l'heure actuelle sont tant que ça dans un discours indépendantiste ou pas? Bah, il y a un discours indépendantiste qui est quand même très fort. Le FLNKS a fait énormément de campagnes là-dessus. Et il le fait toujours d'ailleurs. Le FLNKS n'a pas du tout été... Par précision d'ailleurs pour nos auditeurs, le FLNKS c'est un conglomérat de plusieurs partis politiques. Voilà. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des partis politiques qui représentent les Kanaks, en tout cas qui sont les plus élus, qui ont le plus de sièges, que ce soit dans la province Nord ou dans les îles Loyauté, ce sont des partis qui sont quasiment tous indépendantistes. Pardon. On a le FLNKS forcément, il y a l'Union calédonienne, il y a l'Union nationale pour l'indépendance. Cette question elle est très prégnante chez les Kanaks qui très longtemps ont été considérés comme autres par les Français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les résultats du dernier référendum qui n'ont pas plu du tout au FLNKS qui avait boycotté le référendum de 2021 avec le score de près de 96% de non à l'indépendance. Aujourd'hui, même si ça reste un point d'achoppement, en très grande majorité, les Kanaks et les Caldoches vivent en bonne harmonie, on va dire. Mais pour l'instant, oui, effectivement, il y a des Kanaks qui sont aujourd'hui fortement pour l'indépendance avec la France et qui en fait considèrent qu'en fait la présence française est une présence presque parasitaire en fait au développement de la province Nord et des îles Loyauté. Donc voilà. Après, même s'il y a pour la grande majorité des Kanaks ce genre de discours, n'oublie pas qu'il y a aussi beaucoup de Kanaks qui eux aussi ont voté non à l'indépendance et qu'aujourd'hui les Kanaks commencent petit à petit, même s'ils arrivent à stagner un petit peu, mais ont été très longtemps considérés comme minoritaires en fait en Nouvelle-Calédonie, non pas minoritaires au sens comment dire, minoritaire dans le sens où ce n'était plus l'ethnie dominante, ce n'était plus l'ethnie à plus de 50% de la population en Nouvelle-Calédonie, et c'est d'ailleurs un point qu'il faudra soulever quand on parlera des accords de 1988 et de 1998. Les accords de Nouméa, c'est ça? Voilà, de Nouméa notamment et de Matignon, surtout de Nouméa plutôt, sur justement le gel du corps électoral. Voilà. Alors, pour donner une petite indication à nos lecteurs, à nos auditeurs, pardon, téléspectateurs, pour donner une idée, le FLNKS, au congrès, parce qu'il y a un congrès local, comme on l'a dit, une sorte d'assemblée locale, où il y a 54 sièges, et sur les 54 sièges, il y en a actuellement 23 qui sont pris par le FLNKS, donc par différents partis, mais ces différents partis sont dans cette alliance qu'est le FLNKS. Et effectivement, là je vois le détail, la province sud, elle n'a que 6 voix sur 40. Ouais, 6 voix sur 40. Voilà, parce qu'il y a aussi des... parce que dans les provinces, il y a aussi des assemblées locales, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. Voilà. Donc dans la province sud, ils ont 40 sièges, parce qu'il y a un congrès pour toute la Nouvelle-Calédonie et des petits congrès pour chaque province, quoi. Donc il y a 40 sièges pour 6 seulement du FLNKS. Et dans la province Nord, par contre, ils ont 19 sièges sur 22. Et dans la province des îles, ils ont 10 sièges sur 14. Voilà. Ouais. Donc majorité écrasante dans les îles et dans le Nord. Quasiment 50% au niveau du congrès de toute la Nouvelle-Calédonie. Mais avant de parler du troisième référendum, parce que je voulais te parler du troisième référendum d'abord, mais on va peut-être commencer par les deux premiers. Pourquoi on a fait 2 premiers référendums et quand ils ont été perdus par les indépendantistes, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais ressortir le manuel de droit, je crois. Vas-y, tu peux aller le chercher. En plus, Théophile va pouvoir nous éclairer là-dessus aussi. Mais en vérité, dans les accords de 1998, il y avait déjà l'idée d'avoir 3 référendums à la suite. Pas besoin, c'est bon.
Dès l'origine, en fait, il faut savoir que les accords de Nouméa ont été extrêmement favorables aux indépendantistes. Et c'est pour ça que je parlais un peu du gel électoral, c'est que les conditions pour participer à ces consultations ont été extrêmement strictes. Le corps électoral était très restreint. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas nées avant le 1er janvier 1989 et qui devaient justifier d'au moins 10 ans pour certains ou même 20 ans de présence sur l'île, enfin d'habitation sur l'île, étaient les seuls à pouvoir voter. Et ce qui s'est passé entre 1998 et maintenant, et entre les référendums aussi, c'est qu'il y a énormément de métropolitains qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la tendance à ce que des Européens viennent en Nouvelle-Calédonie et même d'autres populations asiatiques viennent s'installer là-bas n'a jamais en fait cessé depuis. Et la crainte des indépendantistes, c'est que les Kanaks soient justement en minorité face à des populations asiatiques qui étaient venues sur ce territoire en grande partie parce que c'était un territoire français, mais aussi des Européens qui commençaient à être aussi de plus en plus nombreux et qui, eux, forcément, ne voteront pas l'indépendance de l'île. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur d'être remplacés démographiquement, en quelque sorte. C'est ça. C'est la version grand remplacement de la Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a des... ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que le grand remplacement, quand on parle de nations, de je ne sais combien de millions de personnes, c'est un petit peu du fantasme, de l'exagération, quoi. Mais quand on parle de peuples tout petits comme ça, c'est une réalité. Donc oui. voilà, ça peut devenir une réalité. Donc, et ça peut être source d'une vraie inquiétude, forcément. Ah, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que c'est en partie, c'est aussi pour ça que finalement les indépendantistes ont finalement accepté de faire ces accords avec Paris et les anti-indépendantistes de l'autre côté. C'est parce que d'une part, il fallait cesser le cycle de violence qui avait culminé, on va dire, avec cette prise d'otages qui est devenue très sanguinaire, qui est devenue un vrai massacre sur l'île d'Ouvéa. Et parce que en fait, faire ce référendum à ce moment précis, considérer qu'il fallait geler le corps électoral et voir plus tard comment allait évoluer la situation de l'île avec les nouvelles institutions, avec les nouvelles prérogatives des Néo-Calédoniens. C'était en fait un pari des anti-indépendantistes pour gagner leur indépendance, une voie qui soit pacifique et qui leur soit en très grande partie favorable. Et on le voit avec 3 référendums. C'est comme si lors du référendum sur le Brexit, je fais un parallèle, mais on redemandait aux Britanniques de revoter après, puis de revoter encore l'année d'après pour une même question. C'est ce qui a été proposé par certains européistes. Hein. Oui. Ça a été défendu effectivement aux européistes, mais c'est c'est l'idée qu'il y a derrière ces accords, c'est-à-dire vraiment donner vraiment, une légitimité, chance aux indépendantistes de gagner en fait. Parce qu'il faut savoir que les référendums, c'est pas 3 référendums, qu'importe le résultat. C'est un référendum, si le non l'emporte, on refait un référendum. Oui, c'est ça. Et après, si le non le remporte une nouvelle fois, on refait un référendum. Mais en même temps, c'est qui tout double, c'est-à-dire qu'en cas de défaite, ça relégitime la France à chaque fois. C'est ça, aussi qui tout double. Voilà. Ça légitime la France, même si il faut savoir que le FLNKS n'a pas considéré ces défaites aux 2 référendums de 2018 et de 2020 comme une défaite. Ils faisaient la fête dans la rue, les Kanaks à ce moment-là. Ils faisaient la fête carrément. Ils faisaient la fête, parce qu'en fait pour eux, alors qu'il y avait toujours cette crainte, je le rappelle, de la submersion démographique, et bien en fait ça leur a montré que finalement il y avait encore des Kanaks, il y avait encore beaucoup de personnes sur l'île, pas seulement des Kanaks d'ailleurs. J'ai pas regardé du coup, là c'est vrai que j'ai pas les chiffres sous les yeux, c'était quoi les scores des indépendantistes à ces 2 référendums, tu le sais C'était 43%.
Ouais, il me semble bien que c'était un bon score. 43% au premier, 46% au deuxième Mhm. et 4%, enfin Alors, environ 4%. justement, on va y venir. C'est que le troisième référendum récemment, il me semble d'ailleurs qu'il y a eu une remontée de l'indépendantisme ces dernières années, donc déjà avant le référendum de 2021. Le contexte, c'est d'ailleurs que il y a un président de Nouvelle-Calédonie qui est choisi par le Congrès, qui gère en partie le département avec un haut commissaire, il me semble, ou je sais pas quoi, il y a tout un bazar institutionnel. Et ce président, il me semble que il y a quelques années, pour la première fois, c'était un indépendantiste, il me semble. Depuis 2021 en fait. Voilà. C'est un indépendantiste Mais depuis ça, mais 2021. c'était avant le référendum qu'il a été élu, ou après. Oui, oui, C'était oui, juste c'est avant le avant, référendum. voilà. Et malgré tout, c'est là que ça a été le pire score, parce que 4%. Alors, moi je sais ce qui s'est passé, mais nos auditeurs ne le savent pas. Est-ce que tu peux nous raconter? Eh bien, la campagne suivait, on va dire, son cours, mais il y a eu quand même on va dire des petits problèmes, notamment du côté du FNKS, qui considérait que la campagne n'était pas juste, puisque en période de pandémie, ils considéraient qu'on ne pouvait pas faire une campagne à la loyale pour l'autodétermination de l'île. Et du coup, il y a eu un énorme boycott de la part des indépendantistes, ce qui fait qu'on a eu, aux deux autres référendums, on avait plus de 80% de participation. Enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable en termes de participation électorale pour les deux premiers référendums. Et là, on tombe à 46%. Mm. On tombe à 46% de participation pour le troisième référendum. Avec Donc, seulement 4% en faveur de l'indépendantisme. C'est ça. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, les indépendantistes demandaient à ce que le référendum soit décalé au minimum de quelques mois. Ils voulaient le faire en septembre 2021, je crois, ou alors il a eu lieu en septembre, mais je sais plus. Il a eu lieu en octobre 2021. Oui, et ils voulaient que ce soit en septembre rappelle bien. 2022. C'est ça. Ouais. Mais Oui, du mais coup, le ils l'ont report. boycotté. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ils considèrent que ce troisième référendum n'était pas légitime, vu qu'ils n'y ont pas été. La France, de son côté, considère que ce référendum était parfaitement légitime. Est-ce qu'ils militent encore aujourd'hui pour rejouer ce référendum? Oui, oui, il milite encore aujourd'hui pour un nouveau référendum et même il milite en soi pour que la Nouvelle-Calédonie, forcément maintenant qu'ils sont dans les institutions, enfin ils sont majoritaires dans les institutions centrales de la Nouvelle-Calédonie, aussi essayer de faire comment dire, un coup de force, enfin pas un coup de force, mais comment dire, de peser face à Paris sur les décisions concernant la Nouvelle-Calédonie et montrer que finalement les indépendantistes kanaks veulent absolument rejouer ce qui s'est passé en 2021. Mhm. Tout à fait. Aujourd'hui d'ailleurs, le FLNKS n'a pas été que élu pour l'indépendance, il a été aussi élu parce que en Nouvelle-Calédonie, la plupart des forces anti-indépendantistes sont aussi des forces très conservatrices ou libérales, parfois les deux, enfin libérales au niveau économique bien sûr, et ce qui fait que l'île étant quand même en grande partie n'est pas forcément très riche, hein, à part peut-être certains caldoches de la province sud et surtout autour de Nouméa. Le FLNKS a aussi gagné des voix et a aussi gagné de la popularité liée aussi à son discours social. Mais depuis le référendum de 2021, le FLNKS ne lâche pas du tout la bride là-dessus. Ils veulent absolument que l'espace politique néo-calédonien soit fixé sur un nouveau référendum et sur l'indépendance. Bien sûr, là, sur le coup, toutes les organisations, même en dehors du FLNKS, ont rejoint la position de ce parti quand même dominant dans la vie politique néo-calédonienne. Et dans la vie politique néo-calédonienne, le FLNKS, on voit, il se présente à des élections, mais est-ce qu'ils ont d'autres modes de militantisme? Est-ce que par exemple ils font des manifestations? Est-ce qu'ils sont dans le jeu syndical? Ils font quoi? Est-ce qu'ils ont des actions violentes? J'en sais rien. Enfin, ils font quoi concrètement? Généralement, le FLNKS ne fait plus d'actions violentes.
Ils les ont tout à fait embrassé, comment dire, la voie institutionnelle, mais ils continuent quand même de faire des manifestations. Effectivement, ils utilisent énormément les réunions publiques pour médiatiser l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Après, pour les grèves, je dois dire que je vais dire que je ne sais pas vraiment pour le coup, parce que le FNKS est un certain parti qui se dit socialiste, du socialisme mélanésien comme il l'appelle. Bon, je comprends pas trop. Il me semble que dans les CGT locales, il y a un certain discours indépendantiste, je crois. À vérifier, hein, mais je crois avoir vu des choses comme ça. Est-ce qu'on des fait, choses sur le. Est-ce qu'on fait des grèves pour l'indépendance d'un pays ou pour ses droits Oui, voilà. sociaux, tu vois, c'est non, pour ça on que est d'accord. la question se pose en vrai. Hein, la question se On pose, est hein. d'accord, mais tu sais que, par exemple, en France, les militants FIPCF et les militants CGT, c'est un peu les mêmes gens qui vont être dans les deux organes. Oui, bien sûr. J'imagine qu'au niveau local, il est possible que ce soit pareil, vu que c'est le mouvement de gauche dominant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pose la question. J'imagine que ces militants indépendantistes, c'est aussi, notamment dans les provinces où ils sont dominants, c'est aussi ceux qu'on va retrouver dans la CGT ou dans Force ouvrière, etc., au niveau local. Enfin, après, je pose la question, après peut-être que tu n'as pas la réponse à ce point précis. Sur ce point précis, j'avoue, je n'ai pas la réponse du tout sur les grèves en Nouvelle-Calédonie. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ils continuent d'avoir quand même ces réunions publiques assez régulièrement. Même ne serait-ce qu'afficher le drapeau néo-calédonien, celui qui a été adopté, parce qu'aujourd'hui, le pavoisement de la Nouvelle-Calédonie, c'est le drapeau français et le drapeau kanak. Si je fais un peu gaffe au terme quand même, mais c'est le drapeau kanak. Qui est aujourd'hui le drapeau de FNKS. On va regarder à quoi ça ressemble et on va l'afficher pour... parce que je t'avoue que je sais pas quoi ça ressemble. Je pense qu'on l'a déjà vu, tu vois, mais qu'on s'en souvient pas forcément. Il est très joli, hein. Moi je le trouve très joli. Ah oui, oui, on est con. Oui, c'est vrai. On l'a pas en tête, mais... Alors, il est stylé, ouais, je joue. Alors, on va... Soutien inconditionnel au drapeau. Voilà, soutien inconditionnel au drapeau. Et tous les matins, je me lève pour ce drapeau. Bon, peut-être pas. Je suis pas d'accord avec l'idée, mais je suis d'accord avec le drapeau, tu vois. Attends, bon, mais après, c'est aujourd'hui, voilà, c'est le drapeau, c'est aujourd'hui le drapeau officiel de la Nouvelle-Calédonie, voilà. Et c'est très bien de faire des parallèles avec d'autres outre-mer qui, aujourd'hui, par exemple, notamment cette année, si je ne me trompe pas, la Martinique a aussi changé son drapeau. Et c'est un drapeau indépendantiste qui aujourd'hui a été adopté en Martinique aussi. Okay. D'accord. C'est passé on va regarder le drapeau martiniquais maintenant. Voilà, c'est ça. On va faire de la vexillologie. L'autre avait une connotation un peu trop coloniale pour eux. Voilà. Drapeau Martinique. Ah oui, parce qu'ils avaient un autre drapeau avant. Ah ouais, c'est ça, en fait. Avant c'était 4 serpents. Ça c'est le 17e siècle. Ça. Ah oui, non, ça c'est trop vieux. Mais il y avait tout un conflit en Martinique lié à ça, c'est-à-dire les Martiniquais, les autonomistes comme les indépendantistes martiniquais voulaient prendre ce drapeau sur leur mairie, sauf que le préfet n'était pas trop d'accord puisque ça contrevenait au principe de neutralité de service public. C'était quoi le drapeau d'avant? Juste, c'est le serpent ou pas? C'était le serpent ou pas? Ouais, c'était le serpent. Ah, oui, ok, donc d'accord, resté. Ouais. Et maintenant, c'est celui-là avec... ouais, d'accord. Ah, ça, c'est... Voilà, ok. D'accord. Mais du coup, au niveau politique, c'est très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a un fort mouvement indépendantiste, on le sait, mais il faut savoir que dans la plupart des outre-mer françaises et même en Corse, même si la Corse, au-delà aussi, c'est un cas assez à part, mais il y a surtout des mouvements autonomistes. C'est-à-dire des mouvements qui veulent rester dans la République française, mais qui veulent en fait que la République française se transforme en une sorte de fédération. Où en fait, comment dire, ces îles resteraient au sein de la France, mais en ayant leurs propres institutions locales. En vrai, voilà. C'est vraiment le genre de truc qui, pour Nouvelle-Calédonie, même Martinique, Guyane, ça s'entend quand même pas mal en fait. Qu'il y ait plus de liberté. Parce que là, j'avais regardé, ils ont leur propre identité. J'avais regardé surtout il y a longtemps, et ça m'avait choqué, c'était le prix des denrées là-bas, parce qu'en fait, tu fais tout passer par la France. Moi, j'ai du mal à... en fait, je pense que c'est
en soi pas forcément fait exprès, mais qu'en fait c'est une conséquence de la loi et que ben, ça pose problème. Et du coup, c'est tout à fait logique que pour certains sujets euh, importants comme sont le coût de la vie, qu'il y ait plus d'indépendance sur ce sujet-là pour pouvoir juste vivre correctement, quoi. Donc tu as ça, tu as aussi pouvoir mettre en place des politiques sur, par exemple sur l'eau, sur l'énergie, tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être un peu autonomisées, quoi. Et aussi démocratisées, parce qu'il y a déjà un gros problème dans l'outre-mer d'investissement de l'État français pour les infrastructures, pour les services publics. Et au-delà de ça, tu as une question démocratique et de légitimité de la France à être là-bas. Si elle ne remplit pas ses obligations d'investissement public, de services publics, il faut laisser faire le local, quoi. Alors j'ai une question. Il est envisageable de laisser faire le local. Voilà, ne soyons pas catégoriques. Après, il faut savoir quand même que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, à cause de la perte notamment de son industrie principale qui est le nickel, elle est aujourd'hui en sous-perfusion de l'argent public français. Elle est sous perfusion. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie aurait énormément de mal à faire tourner son économie sans la France, en vérité. Et là, je peux rebondir un petit peu aussi sur le côté au-delà même économique et même sur les questions de citoyenneté et même nationale qui concernent la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi sa place au sein de l'Indo-Pacifique, parce que même si aujourd'hui ces industries de nickel sont au rouge, ça reste une ressource stratégique très forte, en plus d'une ZEE assez conséquente avec les îles Loyauté, etc. Alors, ZEE, est-ce que tu peux donner c'est une zone économique exclusive, voilà. C'est une zone de... faut pas que je dise de bêtises. Faut que tout le monde comprenne. En gros, c'est une aire maritime qui dépend en fait de ton littoral et du littoral des autres territoires, sur lequel tu as l'exclusivité de l'exploitation économique. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, dans ta ZEE, il n'y a que toi qui peux pêcher, il n'y a que toi qui peux puiser ton pétrole, ton gaz, qui peut miner, voilà. En gros, c'est toi qui es souverain dans cette zone, c'est toi qui décides de comment s'organiser les choses. J'ai éloigné mon micro de ma bouche, je ne sais pas si on m'a entendu. Voilà, vas-y, je te laisse continuer, désolé, mais comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Mais vas-y. Du coup, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante de la stratégie d'Indo-Pacifique française, et tu as parlé justement, tout à l'heure du désengagement aussi de l'État français dans un certain nombre d'îles d'outre-mer, ce qui fait gagner des mouvements autonomistes et indépendantistes dans ces îles. Il faut savoir que la France s'est aussi beaucoup désinvestie très longtemps en fait, de l'Indo-Pacifique, qui est une zone majeure pour les échanges internationaux, mais aussi pour toutes les ressources halieutiques et les hydrocarbures, ou que ce soit même dans la recherche scientifique, en parlant des terres australes et antarctiques françaises, ou c'est l'inverse, enfin je ne sais plus, Antarctique ou Austral, quel est l'ordre, mais c'est toute une stratégie en fait qui a été très longtemps mise à l'abandon. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron nous parle justement de ce réinvestissement, notamment de la France dans plusieurs organismes internationaux de la région Indo-Pacifique. Alors pour expliquer un peu l'Indo-Pacifique aussi à ceux qui nous écoutent, l'Indo-Pacifique c'est une zone géopolitique que la France considère comme allant de Djibouti et des Émirats Arabes Unis en passant par le canal du Mozambique, avec Mayotte et la Réunion aux alentours de Madagascar, et ça remonte jusqu'à l'île Clipperton, je crois, qui est un atoll perdu de la France près des côtes mexicaines, et ça remonte à peu près vers la mer de Chine dans ces eaux-là, et ça comprend l'Inde, du coup la Chine, le Vietnam, le Japon, etc., l'Australie et tout. Et la Nouvelle-Calédonie, ça reste un relais très important, que ce soit en termes de population, que ce soit aussi en termes de forces armées, parce que c'est aussi les forces armées de Nouvelle-Calédonie qui permettent des coopérations
quand il y en a une avec l'Australie, hein, et qui nous vendent pas enfin qui refusent de nous acheter nos sous-marins nucléaires. Mais voilà, mais du coup, ça reste un point très important en fait pour la stratégie française de la région et toutes les îles, que ce soit même la Polynésie française ou même Mayotte et comment dire, et Wallis et Futuna et la Réunion, etc. Ça reste des îles extrêmement importantes pour l'avenir en fait de la France dans cette zone. Et on a même tendance à dire aujourd'hui que la France est plus un pays de l'Indo-Pacifique que ce n'est un pays européen finalement. Avec un nombre quand même assez conséquent de Français. Il y a 1,8 million de Français qui habitent dans cette zone géopolitique. Donc voilà. Donc la Nouvelle-Calédonie, elle est aussi centrale pour des raisons de politique internationale. Et c'est ce qui fait aussi que la France peut se placer, entre guillemets, je mets de gros guillemets, mais en troisième voie, on va dire, dans la région, même si Emmanuel Macron... qui a tendance à privilégier les intérêts de l'OTAN de ce côté-là. C'est pas où est la stratégie de la troisième voie. Est-ce que le chat a des questions? Si le chat a des questions, n'hésitez pas, on se fera votre porte-parole. Nous donnons sa langue au chat. Voilà. Bon, en attendant, Le chat n'a est-ce que plus de toi, langue. t'as une question, Théo? Alors non. Voilà. Moi non plus, je n'ai plus de questions. Si j'ai une question quand même, je sais pas si tu avais un peu suivi l'actualité. Il y avait Gérald Darmanin qui, je crois que c'était le mois dernier, on en avait parlé un petit peu quand on faisait des revues de presse en interne, qui avait parlé de moderniser les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que par exemple, il y avait le fait d'élire directement le président néo-calédonien au suffrage universel et non au suffrage indirect, puisque c'était actuellement c'est le Congrès qui choisit le président. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? J'ai pas été voir pour ma part, j'ai pas été regarder l'actualité. Que toi t'en as entendu reparler? Alors j'en ai entendu parler effectivement quand Emmanuel Macron est aussi allé en Nouvelle-Calédonie pour acter enfin que la France désormais devait avec bien sûr les Néo-Calédoniens, changer les institutions issues des accords de Matignon de 1988. La mesure principale, au-delà de l'élection du président, et c'est pour ça que je vais un peu reparler aussi du côté ethnique de l'île, parce que malheureusement ça pèse énormément sur la vie politique locale, c'est surtout le dégel enfin des listes électorales pour les consultations. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient restreintes dans le vote pour le Sénat coutumier, pour le Congrès, mais surtout pour les consultations. Aujourd'hui, aujourd'hui, désormais, tous les citoyens néo-calédoniens, enfin tous les citoyens français néo-calédoniens qui habitent en Nouvelle-Calédonie, donc Kanak, Caldoche et autres populations asiatiques qui sont, ou même océaniennes qui sont sur l'île aujourd'hui et qui ont la nationalité française, pourront désormais normalement voter pour les futures consultations ou même tout simplement pour les élections régulières. Bon, c'était déjà le cas pour les élections présidentielles bien sûr, mais aujourd'hui ça va être pour les consultations. Et c'est aussi un point d'achoppement avec le FLNKS, on en revient, qui s'est énormément opposé au discours de l'État là-dessus, puisque pour eux ça signait la fin en fait de l'espoir de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, puisque les populations qui ont immigré en Nouvelle-Calédonie sont très majoritairement pro-françaises. D'accord. Donc voilà, c'est aussi ça. Pour ce qui est du Sénat coutumier, je ne sais pas, il va être maintenu très certainement, puisque ça fait partie quand même de l'identité kanak et que ça a aussi contribué à apaiser les tensions entre les communautés. Mais aujourd'hui, je pense que de manière très raisonnable, on peut acter le déclin progressif de l'indépendantisme kanak sur l'île. D'accord. Donc, pas parce qu'il manque de ferveur, mais parce que la démographie joue contre eux. D'accord.
Donc il y a eu quelques âges d'or quand même de l'indépendantisme, la période où il y a eu des... Donc si je résume, hein, la période où il y a eu des violences, il y a eu un petit âge d'or peut-être récemment jusqu'au fiasco du référendum qui ne sera sûrement pas rejoué, j'imagine, que c'est pas dans les cartons de l'État français à l'heure actuelle. Et là pour toi, là c'est en train de redescendre, c'est ça? Oui, complètement. C'est... Ça je m'attendais pas à ça justement, parce que moi j'ai vu que je connais moins la situation, je voyais qu'ils avaient quand même pas mal d'élus encore. Ils ont encore pas mal d'élus, mais en fait, étant donné le rééquilibrage qui va avoir lieu, parce que étant donné que la province sud quand même pèse démographiquement de manière très forte, même s'il y aura toujours des élus FLNKS et même qui sont aujourd'hui très légalistes maintenant, donc qui ne vont pas s'opposer de manière armée à l'État français, et même les autres formations indépendantistes qui gravitent autour du FLNKS, la démographie joue contre eux. Même aujourd'hui, quand on voit la population qu'il y a aux îles Loyauté et la province sud, c'est complètement désert comparé à une population qui est peut-être c'est deux fois la population de la province nord, la province sud. Bien sûr. Donc aujourd'hui ça va décliner. Alors à moins que, on ne sait pas, le FLKS fasse un énorme blocage sur l'île, en tout cas sur la province nord et les îles Loyauté, là où ils sont le plus présents, et qu'ils essayent et qu'ils arrivent par je ne sais quel miracle à faire plier l'État. Non, je vois pas l'indépendance se profiter. Ok. Et ce n'est pas parce que je suis du côté des Non, bien sûr. indépendants. Alors là c'était un live un peu d'histoire. Voilà. En tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup Guillaume Mannequin. J'espère que ça va intéresser nos téléspectateurs comme nous, ça nous a intéressés. T'as pas l'air très enthousiaste là. De quoi, moi? Ouais. J'ai pas l'air très enthousiaste. Il y a plus d'entrain quand même. Bon, après, je sais pas, je suis peut-être pas très expressif, mais moi ce sujet-là non, c'était précisément intéressant. m'intéresse. C'est pour ça que je voulais faire ce live. C'est pour ça aussi que je n'avais parlé dans les revues de presse. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu viennes nous en parler. Et tu l'as très bien fait, c'était bien, c'était exhaustif. Donc merci beaucoup Guillaume. Et un bon premier. Voilà. Et on va pouvoir conclure ce live. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de dire au revoir? N'oubliez pas, soyez Gavroche. Oui, soyez Gavroche. Voilà. N'oubliez pas nos différents réseaux. Et puis, voilà, donc, donc, vous êtes sur Paris, contactez. Oui, si vous êtes sur Paris, il y a une page Twitter Gavroche Paris. Et Facebook aussi, je crois, non? Voilà, il y a une page Facebook Gavroche Paris. Si vous n'êtes pas parisien, il y a toujours Gavroche au niveau national à suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube où seront rediffusés les lives. Sur Instagram. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on est partout. Donc suivez-nous partout. Voilà. Bientôt TikTok. Bientôt Caramel. Ça dépend pas de moi. Je sais pas si on l'a créé. Bon, on verra mais, plus tard. ouais. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, envoyez-nous un message. Et si vous êtes intéressé par un peu en gros un engagement un peu associatif dans un média, donc c'est-à-dire journalisme, analyse, entretien, revue de presse, comme on a fait, analyse, histoire et tout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi avoir des rôles plus techniques si vous voulez. Aussi, bien sûr. Il y a de la place pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, notamment justement sur la rediffusion des lives, ça demande un petit peu de montage. Il y a de la place pour ceux qui veulent faire des miniatures, des posts Insta, etc. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'écrire ou d'afficher votre tête en vidéo. Il y a plein de choses à faire. L'engagement est libre. Alors, par contre, vous pouvez nous rejoindre. On précise qu'on est bénévoles tous, c'est une association bénévole. Vous pouvez nous rejoindre juste pour discuter avec nous soutenir, ou juste faire un don si vous voulez. Je précise ça parce que parfois on en a qui nous demandent pour faire des stages. Voilà, c'est ça. On a reçu plusieurs demandes, genre 3 ou 4 dans l'année. Désolé. J'étais en mode bon, si tu veux, oui, mais on ne paye pas, on t'encadre pas. Bon, c'est pas très légal. C'est pas très légal. Et on n'a pas les compétences honnêtement pour encadrer. C'est vraiment une association bénévole. Voilà. Donc nous, on marche dans une certaine collégialité, on a quand même une certaine déontologie, on veut être sérieux, on veut bien faire. Voilà. Donc, voilà.